Et coucou tout le monde. Comme prévu, voici un retour des premiers départements vus sur cette chaîne, avec à l'honneur la Moselle, département cher à mon petit cœur. Je ne vous présente pas à nouveau les légendes, même si l'une d'elles a connu un bon bouleversement. C'est dans la ville de Metz qu'a vécu le Graouli, grand dragon ayant terrorisé les habitants de la ville pendant un temps durant le IIIe siècle. Les dragons n'ont jamais vraiment eu les bons rôles dans nos légendes, créatures souvent vues comme sanguinaires et prédatrices. Celui de Metz n'a donc pas fait exception. En plus d'être comme nombre de ses congénères une créature territoriale, il avait fait de la ville son domaine et de l'amphithéâtre de Metz son repère, se rendant assez difficile d'accès pour toute personne ayant eu le courage de l'approcher. Si ce n'était sa férocité, il y avait également son venin qui se propageait par un souffle particulièrement toxique, et son antre était rempli de serpents tout aussi dangereux que le dragon serpentin qui leur servait de chef. Car oui, il ne s'agit pas d'un dragon comme on a l'habitude de voir. Un corps de serpent surmonté par une paire d'ailes, une tête de dragon et deux pattes avant. De quoi lui permettre de hanter les cauchemars en plus de la réalité des habitants dans la légende. Pourtant, un homme est parvenu à le terrasser, usant de sa foi en le divin. Il se nommait Saint Clément et deviendra par la suite premier évêque de Metz. L'homme était parvenu à entrer dans l'antre de la créature et repousser les serpents ainsi que le nuage empoisonné par sa seule foi. Mais pour le plus gros des serpents, qui n'était bien entendu autre que le Graouli, il fallut bien évidemment se retrousser un peu plus les manches. Car non, trois Notre Père et Oli, ce n'était pas vraiment son truc à ce dragon. Clément parvint à l'attraper au cou grâce à son écharpe, ou étole, c'est selon les versions, et le traîna jusqu'au bord de la Seille en traversant bien des rues de la ville sous le regard des habitants. De là, les versions divergent. Certaines prétendent qu'il l'a noyé, d'autres qu'il lui a donné l'injonction de quitter la ville pour toujours en le menaçant de mort. Quoi qu'il en soit, après ce moment, la ville n'eut plus vraiment à craindre le Graouli, qui avait disparu avec tous les serpents qu'il avait amenés, laissant une marque visible dans la ville de Metz, car la créature revient souvent dans les festivités locales ou comme mascotte. L'on dit même que le corps de la créature est conservé sous la cathédrale de Metz, mais bien évidemment ce n'est pas vrai. On peut cependant y voir une sculpture représentant la créature, ainsi que quelques artefacts ayant appartenu à Saint Clément. Le dragon restera un souvenir ancré dans cette ville. Dernièrement, votre serviteur ici présent vous a offert une version revisitée de la légende, mais cette légende existe bel et bien. Ayant vécu aux abords de cette fameuse rivière, j'ai pu personnellement l'entendre de la bouche d'anciens du village. Cette légende prend place dans un endroit que l'on nomme le pays de Nié, un endroit en Moselle où s'écoule le fameux cours d'eau portant le même nom, et l'ayant par la même occasion donné à la fameuse ondine protectrice de ces eaux. Car l'ondine veille, protégeant les créatures alentours, dont une en particulier, ces fameux canards d'or, qu'il ne faut absolument pas toucher, car ils sont à la fois ses amis et ses destriers, tirant son attelage sur les cours d'eau de l'Anier. La légende nous dit que la dame est aussi bienveillante qu'elle peut être cruelle, une parfaite allégorie pour dire œil pour œil, car jamais elle ne s'énerve gratuitement dans les légendes. C'est un esprit bienfaisant et protecteur avant tout. Malheureusement, ces canards étaient prisés par les chasseurs, et la légende connaît deux versions. L'une d'elles nous parle d'un chasseur mauvais ayant traqué son animal jusqu'aux abords de l'eau, et la dame se montrera alors sans pitié avec l'homme, l'entraînant dans les profondeurs obscures. L'autre version nous parle d'un chasseur bon, qui ne songe pas une seule seconde à faire du mal. Il chasse par nécessité, pas par envie. Et lorsqu'il tombe sur un canard blessé au bord de l'eau, l'homme se précipite pour le soigner. Sous un regard bienveillant dissimulé dans l'eau, la dame l'observe et l'estime, car elle sait reconnaître les bonnes des mauvaises personnes. Pour récompenser sa gentillesse, elle se montre, et lui propose de l'emmener dans son palais où il ne manquera plus jamais de rien. Certaines versions parlent même d'amour, mais je vous laisserai le soin de les découvrir si vous êtes curieux,
car cette légende peut connaître autant d'itérations qu'il y a de villages touchant ses rives. Ce qui donne un peu à réfléchir, vous ne trouvez pas? Mais cela reste une histoire, et bien souvent, nos ancêtres avaient tendance à personnifier les phénomènes et éléments naturels. La dame en fait partie, à l'image de l'eau qu'elle protège. Calme, et apportant bienfait à ceux qui la respectent, mais pouvant se montrer terriblement cruelle pour ceux qui la bravent. Cette légende est un peu particulière car elle est vraie, donc ce n'est plus vraiment ni une légende ni une histoire à proprement parler, contrairement à l'époque où j'en avais parlé la première fois. Mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Il s'agit d'une chasse au trésor qui fut mise en place vers 1993. Bien qu'elle se passait dans toute la France, nombreux ont été les chouetteurs, les chasseurs de trésors officiels de la chouette, à la situer à Dabo, en Moselle. Au centre de cette fameuse chasse, une chouette en or d'une valeur plutôt élevée. Même si dans l'idée, ce n'était pas réellement cette chouette, mais plutôt une contremarque en bronze qu'il fallait trouver pour échanger contre la vraie chouette d'or. La chasse fut initiée par Régis Hausser qui prit le pseudonyme de Max Valentin en 1993. Le principe était assez simple, mais l'application plutôt compliquée. Il fallait résoudre 11 énigmes mêlant à la fois chiffres, textes et illustrations. 11 énigmes qui donnaient alors une localisation pour ledit trésor. Et c'est par le biais de ces énigmes que bon nombre de chouetteurs ont estimé qu'elle se trouvait à Dabo. S'ensuivit alors des sessions de fouilles amenant le coin à profiter d'un essor touristique assez inattendu. À vrai dire, les fouilles devinrent vite un souci, à tel point qu'en avril 2023, le maire de Dabo, excédé par les nombreux trous non rebouchés et équipements de fouilles oubliés sur place, aura tiré la sonnette d'alarme en appelant les chouetteurs à faire plus attention. Pourtant, il n'était pas si loin de la vérité, car comme toute légende qui possède son fond de vérité, la chouette a bien été retrouvée il y a peu à Dabo, donnant raison aux chouetteurs l'ayant localisée dans le coin. Au plus grand plaisir également de votre serviteur. Car même si cette fameuse chasse au trésor, l'une des plus connues de France, a pris fin, elle restera malgré tout une petite légende, une histoire qui, je l'espère, entrera dans le folklore local, car la chouette a marqué quelque peu Dabo depuis. Mais je digresse. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette histoire. Malheureusement, la légende prend fin là où la réalité commence. Peut-être verrons-nous d'autres histoires se concrétiser par la suite, car il y a bien d'autres trésors en France. Je vous propose de nous tourner vers un peu plus de féerie, car oui, nous allons parler de fées. Comme partout ailleurs en France, il y en a eu aussi dans l'Est, et elles se sont fait connaître dans les alentours de Romba, plus précisément dans la forêt non loin de la ville. Nous avons pu voir bien des fées depuis la première version de cette histoire, mais celles-ci correspondent assez bien aux représentations qu'on s'en fait. Petites, volantes telles des libellules, brillantes comme des lucioles et espiègles comme on les connaît. Les Typhenotes ne sont pas pour autant mauvaises, bien au contraire, mais comme toute créature magique, ce qu'elle donne, elle peut rapidement le reprendre. Ce que nous allons pouvoir découvrir dans cette petite histoire les concernant. Celle d'un vacher, les gardiens de vaches amenant les troupeaux dans les prés. Pourtant, celui de notre histoire aura une surprise de taille, car un jour qu'il était justement au pré, en bordure de forêt, il vit sortir une vache particulièrement majestueuse. L'homme prit donc soin de la bête, comme de toutes les autres à sa charge, et le soir venu, l'animal repartit dans les bois. Ce fut le lendemain qu'il tomba des nues, car elle était de retour, chargée de sacs remplis d'or à l'intention du vacher. L'homme prit de nouveau soin de l'animal et le manège dura un bon moment. Chaque jour, elle revenait, il s'en occupait, et elle revenait le lendemain avec un remerciement à la hauteur de ses services. Pourtant, cela ne pouvait pas durer éternellement. Car, trop curieux de savoir d'où elle venait, il décida de suivre l'animal un soir, s'aventurant dans les bois hors de sa vue. Très profondément dans la forêt, il finit par tomber sur une grotte, celle des fameuses Typhenotes, qui ne le prirent pas très bien. En effet, elles chassèrent l'intrus, et dès lors, jamais la vache ne revint dans le pré. Le pacte tacite brisé, l'homme réalisa bien vite que la vengeance des fées était encore pire lorsqu'il découvrit que tout son troupeau avait disparu, et chez lui, plus d'or non plus. Ainsi voilà comment les Typhenotes récompensent la curiosité mal placée. Parfois, il vaut mieux se contenter de ce que l'on possède déjà, sans chercher forcément à vouloir plus. C'est ce que nous enseigne cette histoire. L'avarice peut être la mère de toutes les pertes. Bien que les contes et légendes sont souvent des recueils d'histoires et de leçons de vie, il est des histoires qui demeurent bien plus profondes, engageant les croyances de chacun. Je veux bien sûr parler des histoires liées aux religions, et elles sont nombreuses.
autant de légendes et de contes que l'on peut attribuer aux lieux de culte. La fontaine de Saint-Quirin fait partie de ces lieux en particulier. Considérée comme miraculeuse, elle est surmontée d'une statue à l'effigie de Quirin, un officier romain qui mourut en martyr. Sur le socle, on peut y lire « Cette statue est due aux ciseaux et à la générosité de Monsieur Baillet, sculpteur à Saint-Quirin ». Mais qu'en est-il de l'histoire en elle-même ? Il nous faudra remonter très loin dans le passé, car l'homme représenté par la statue était alors un officier sous les ordres de l'empereur Trajan, et il fut fait prisonnier en raison de sa foi chrétienne. La raison qui lui fit abandonner sa foi dans les dieux romains fut simple. Il avait une fille unique, souffrant des écrouelles, une maladie qui empêchait toute possibilité de mariage, gâchant la vie de cette dernière. Lors de sa quête pour trouver un remède, il entendit parler du pape Alexandre Ier, retenu prisonnier également par l'empereur romain. Mais ce dernier, du fond de sa cellule, fit toucher ses chaînes à Balbine, la fille de Quirin, et un miracle la guérit presque aussitôt. Ce fut à ce moment que Quirinus, de son nom romain, abandonna sa foi pour devenir chrétien, et cela causa également sa perte. Il fut rapidement arrêté et un tribunal se porta à son attention, car un officier romain renonçant à sa foi était passible de trahison. Durant tout le procès, on tenta par plusieurs fois de lui faire abandonner sa croyance dans le Dieu unique, et pourtant l'homme ne lâcha rien. Tant et si bien qu'une sentence finit par être rendue, et Quirin devint alors un martyr lorsque le bourreau fit son office. Devenu Saint Quirin depuis, sa fontaine est connue pour accomplir des miracles, soignant par exemple la fameuse maladie des écrouelles, mais aussi les soucis de vue et bien d'autres. Elle devint également un lieu de pèlerinage pour les croyants. Car des lieux de pèlerinage, il en existe beaucoup en France, que ce soit des lieux de culte, des fontaines miraculeuses ou des croix perdues au milieu des montagnes. Peut-être d'autres endroits verront le jour, mais en attendant, ceux qui existent déjà sont là pour nous rappeler leur histoire. Voilà qui met fin à cette série d'histoires autour de la Moselle. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant et que ma voix un peu chargée ne vous a pas été trop désagréable. Quoi qu'il en soit, la prochaine série portera comme prévu sur l'Hérault et nous reviendrons ensuite vers un nouveau département. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.